C'est la régie publicitaire numéro 1 au monde. Des milliards d'euros et de dollars sont investis sur cette plateforme chaque année et je vais évidemment parler de Google Ads. C'est le sujet du podcast Make Sense et pour parler de ça, j'ai invité Alexia Delépine qui est CEO de Mavericks Marketing, l'organisme de formation pour marketeurs ambitieux. Alexia, elle a la particularité d'être un profil hybride puisqu'elle nous vient du monde de la data, mais elle est revenue dans le droit chemin du paid media et elle investit chaque année des millions d'euros avec ses annonceurs, donc ses clients à l'agence. Que vous investissiez 10 euros ou 10 millions d'euros par mois sur Google Ads, cet épisode est fait pour vous. Le monde de Google Ads a bien changé ces dernières années. Heureusement, on vous en parle tout de suite dans Make Sense, le podcast. Bonjour Alexia. Salut Maxence. Aujourd'hui, on va parler du futur du SEA. Donc, le SEA, le Search Engine Advertising, donc la publicité sur les moteurs de recherche en ligne. Et c'est quand même un métier que tu connais bien, puisque tu as l'habitude de gérer des budgets quand même assez conséquents sur ces moteurs de recherche en question. Et donc, ça a pas mal bougé ces derniers temps. Il y a eu des belles évolutions. Est-ce que on peut dire que Google survit bien finalement face à toutes ces évolutions, à la concurrence et aux changements d'habitude qu'on peut voir selon toi? Ouais, je dirais que oui, globalement, Google se porte plutôt bien. On est à 30% de part de marché, toujours. Et aussi, il se renouvelle surtout. C'est aussi un petit peu ce qui est demandé, ce qui est challengé. Parce qu'on a quand même les performances max qui sont arrivées. Bon, même si là, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Mais il y a aussi là, plus récemment, Demand Gen. Donc Google se renouvelle plutôt pas mal avec de nouvelles campagnes, mais aussi la volonté de pouvoir apparaître sur plus de réseaux et avec des stratégies et de la diffusion beaucoup plus intelligentes. Ok, ouais. Et puis effectivement, on voit que YouTube, ça reste quand même une plateforme assez importante et on oublie trop souvent que c'est dans l'écosystème publicitaire de Google. Et pour le coup, c'est quelque chose qui commence à leur rapporter de plus en plus d'argent puisque c'est un des 3 sites les plus visités dans le monde, si je dis pas de bêtises. Donc forcément, ça draine sa part de trafic là-dessus. Et ils ont refondu il y a pas longtemps les campagnes YouTube, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler. Par contre, sur tout ce qui est moteur de recherche, on peut légitimement se poser la question quand même, est-ce que c'est pas menacé par tout ce qui va être intelligence artificielle, les LLM comme ChatGPT pour le plus connu, on va dire, où les gens vont aller poser des questions à cet outil, mais plus forcément chez Google par exemple? Alors là aussi, je pense qu'il y a plutôt de belles années pour Google parce qu'il y a eu les innovations aussi de ce côté. Ils se sont renommés Bard est devenu Gemini et on a aussi le Search Generative Experience. Donc je pense que Google arrive avec son propre réseau intelligent qui va aussi permettre de pouvoir venir alimenter l'ensemble un peu des requêtes parce que c'est vrai que les utilisateurs commencent à prendre l'habitude d'utiliser plutôt ChatGPT que Google. Après, par contre, pour l'instant, c'est toujours pas disponible en Europe parce qu'il y a quand même des choses à vérifier avant que tout ça puisse être implémenté. Par contre, nous, ce qu'on fait, avec un VPN, on a facilement accès à ce genre de choses et ça va être quelque chose, je pense, qui va être très intéressant dans l'automatisation aussi des tâches au quotidien et notamment, du coup, les tâches de traffic manager. Moi, je pense que aussi, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment Google, il va continuer à innover parce que là, c'est déjà un premier gain. Et surtout aussi comment voir aussi comment Google va gagner d'argent. Après là, je me dis que parce qu'on avait déjà ChatGPT avec OpenAI, là il y a Google qui arrive. J'ai l'impression que ça va commencer aussi un peu à faire l'effet de Netflix. Où au départ, on n'avait qu'une plateforme de streaming, on était très content parce que le catalogue était ultra diversifié. Puis dans ce coup, Disney s'est dit en fait il y a un marché. Et donc Disney a dû être retiré de Netflix, Disney est apparu. Maintenant, il y a Paramount, il y a OBS, il y a tellement de choses, OCS, il y a tellement de choses que je me dis qu'est-ce qu'ils vont pas juste noyer le marché comme les plateformes de streaming. Et donc, ça va être des choses intéressantes à voir dans le futur. Ouais, et puis c'est aussi, on oublie aussi Amazon, t'as le côté où t'as des gros historiques qui voient le potentiel, mais finalement, c'est un peu ce qui s'est passé. Je pense que Google, quand ils ont vu l'emballement qu'il y avait autour de ça, ils avaient Bard qui était une version un peu bâtarde entre guillemets du LLM. Il y a eu des fiascos assez drastiques là-dessus et ils ont fait un petit peu un x10 en revenant avec un outil qui est 10 fois plus puissant et qu'ils essayent de mettre partout parce qu'ils ont la force de cet écosystème-là qui est peut-être un peu remis en question à l'heure où t'as plus les résultats Google Maps dans Google, etc. Mais passons. Et le fait de l'avoir testé sur Workspace, qu'on l'a activé sur quelques licences à l'agence, tu vois quand même que ça vient s'intégrer un peu plus facilement dans le quotidien de personnes qui bossent sur l'écosystème Google. T'as ça dans les campagnes Google Ads aux US, si je dis pas de bêtises, où tu peux déjà avoir du Gemini qui t'aide à créer tes assets, donc comme si t'avais un chatbot
de sparring qui t'aident à faire des meilleures annonces entre guillemets, et c'est pas juste les annonces automatiques hein, pour le coup. Et ça va être assez intéressant de voir comment ils vont le monétiser aussi, parce que là typiquement sur Gemini ça va être des licences, mais sur Search Generative Experience, donc la modification des pages de résultats de recherche pour ceux qui connaissent pas encore ce terme-là, bah, on va voir comment ils continuent de mettre en avant aussi la partie publicitaire finalement dans cet écosystème-là. Ça va être pas mal à regarder. Tout à fait. C'est aussi un peu voir aussi comment Google va potentiellement aussi restreindre du coup l'utilisation de ChatGPT, parce que maintenant bon, toutes les données vont à Google et du coup sont majoritairement initialement propriétaires de Google. Donc je pense que ça va être intéressant de voir un peu le combat. Et si on revient sur la partie purement publicitaire, aujourd'hui, Google, on l'a dit, ça reste un incontournable quand même quand on fait de la publicité en ligne. Il y a quand même beaucoup de modifications. Hein. Tu parlais des campagnes PMax tout à l'heure, les campagnes Demand Gen qui sont arrivées, les modifications dans les pages de résultats de recherche, le Consentment V2, ça je te laisse peut-être réexpliquer, je m'aventure pas là-dessus. Mais il y a plein de changements. Et en fait, comment tu restes à jour sur ces choses-là? Et peut-être, avant ça, le fameux Consentment V2, c'est quand même important peut-être d'en parler. Si tu peux expliquer ce que c'est, et c'est un des changements où pour le coup, si tu suis pas, bah tu te retrouves dans la panade le 6 mars 2024 et d'un coup, bim, t'as plus tes audiences, entre guillemets. Voire même demain, t'aurais plus tes conversions, etc. Déjà, c'est quoi et comment ça vient impacter la performance des campagnes et le quotidien un peu des traffic managers t'as des gros morceaux comme ça qui tombent d'un coup. Comment tu vois ça? Alors déjà là, ce qui se passe le 6 mars 2024, c'est une update. Le consent mode était normalement implémenté déjà au sein de tous les comptes Google Ads, au moins, enfin en Europe. Le consent mode, ça permet aussi de rentrer un peu plus dans la protection des données des utilisateurs, donc en termes de RGPD et aussi la CNIL. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que aujourd'hui, on traque les clics, on traque les conversions. Et du coup, ça donne quand même des accès à l'information sur l'utilisateur, sur des intérêts, des choses qui pourraient justement venir alimenter l'algorithme. Et là, tu le disais aussi, c'est qu'il y a aussi un peu ce jeu des audiences avec le CRM qu'on peut venir réimplémenter au sein de Google Ads. Et en fait, là, c'est du renforcement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on traquait 2 éléments pour obtenir sur l'utilisateur. Et là, depuis le 6 mars 2024, il y a une régulation. On a ajouté 2 paramètres supplémentaires, donc un total de 4 paramètres aujourd'hui qui sont traqués. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si ces paramètres-là, ils sont pas bien implémentés aujourd'hui, en fait, Google va simplement la laisser de côté. C'est comme si elle sera pas du tout comptabilisée. Sauf qu'en fait, si de base tu mettais 100 conversions et que tu as 10-15% de tes utilisateurs qui du coup passent entre les mailles du filet via le consent mode, tu perds 10 à 15% sur des comptes e-commerce parce qu'il y a eu des implémentations qui sont pas très bien passées. On a remarqué jusqu'à 20% quand même de manque de conversion. Et ça fait très mal sur un e-commerce qui est très dépendant aussi de son analyse Google Ads. Donc c'est une upgrade en fait des tags de manière globale. On reste aussi sur l'utilisation d'une CMP, donc une Consent Management Platform, donc ça c'est un outil qu'on peut utiliser et il faut aussi vérifier quand même qu'elle soit certifiée et conforme par Google. Ouais, ce qui n'était pas le cas avant pour le coup, tu pouvais utiliser n'importe quel système pour gérer ton consentement finalement, en acceptation ou refus des cookies. C'était pas, tu pouvais utiliser la solution que tu voulais. Là aujourd'hui, Google vérifie quand même que ça répond bien aux normes qui se passent et tout ça, ça vient aussi de la réglementation de DMA. Finalement, Google est obligé un peu de se conforter à ça. La règle DMA, pour le coup, c'est un truc qui est un peu obscur, mais au final, sans ça, il y aurait pas besoin du consent mode V2 parce qu'on n'aurait pas besoin de passer ces paramètres derrière. Et je pense que c'est pour ça aussi que tu as eu beaucoup de pertes sur des comptes e-commerce parce que tu avais des personnes qui étaient déjà pas en consent mode niveau 1, qui passent direct au niveau 2 et en fait, ils se prennent la modélisation des conversions parce que moi, je caricaturais toujours le consent mode en disant c'est un produit en croix, entre guillemets. Tu dis à Google, tel internaute a refusé le tracking, tel autre a dit OK. Et en fait, il modélise anonymement ceux qui ont refusé pour faire le taf et quand même aller chercher les bonnes conversions. Bon, c'est hyper caricatural, mais ça vulgarise assez bien, je trouvais, pour le coup. Et là, pour le coup, de DMA, ça va encore un peu plus loin. Je sais pas si tu veux en glisser un mot, même si on s'éloigne un peu du SEA.
C'est ça, du coup là on parle du Digital Market Act de l'Union européenne qui vise à régulariser en fait les gatekeepers du web comme Google. Et en fait là ce qu'il faut c'est que Google il doit montrer patte blanche, forcément, hein, c'est lui qui a l'accès à toutes les données. Et en fait comme tu disais, hein, c'est que il y a pas mal de comptes qui fraudaient encore, sauf que là Google il ne veut plus prendre le risque, quoi, donc il demande aux annonceurs d'être conformes. Ouais, et pour le coup, tu vois que sur ça, il joue quand même vachement le jeu où bah t'as plus accès aux audiences CRM si tu le fais pas. Ça, on l'a évoqué. Et en fait, avant, ce qui se passait, c'est que t'avais une espèce de zone de flou où on sait pas qui de Google ou qui des annonceurs était responsable. Donc pour le coup, ça, ils se mettent à jour. Et c'est un des points, pour le coup, et c'est pour ça qu'on s'y attarde, c'est que c'est un point où si tu le loupes, ça vient te fracasser en pleine figure, comme je disais. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu que ça, parce que quand tu reprends la liste des gros changements, on a aussi eu Pmax finalement qui a débarqué en 2021 en public, je crois. Je sais plus. On avait testé hyper tôt, donc dur de voir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça va évoluer. Et si on s'attarde un peu plus justement sur Pmax, donc Performance Max, qui est le type de campagne un peu tout terrain de Google, est-ce qu'on en a toujours besoin dans tous les comptes? C'est quoi les principaux usages de ce type de campagne-là? Alors, Performance Max, historiquement, ça remplace les campagnes de Smart Shopping. Et c'est parce que Google a voulu aller un peu plus loin dans le Smart Bidding, donc l'enchère intelligente. Et comme tu disais, c'est vraiment une campagne un peu tout terrain parce qu'on va diffuser sur plusieurs réseaux. Donc le search, le shopping, le display, YouTube et d'autres encore. Et en fait, l'avantage de cette campagne-là, c'est qu'elle est orientée vers la conversion. Bon, la conversion en tant qu'achat, en tant que lead, il y a d'autres cas, ça c'est un peu chacun son cas. Si on a un e-commerce, on va générer de l'achat. Pour le lead, il y a quand même aussi pas mal de débats. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vérité, il faut tester. Et ça dépend aussi un petit peu du niveau de tracking qu'on peut se permettre avec les connaissances qu'on a et les développeurs qu'on a en interne. Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de comptes qui font du lead gen, sauf qu'ils viennent pas réimporter leur conversion au sein de leur compte. Du coup, en fait, là, c'est un petit peu les paris où tu sais qu'à la fin, t'as 500 leads, tu sais pas trop combien viennent de Google Ads, et tu dis, bon, c'est à peu près rentable au global, donc je continue. Sauf qu'en fait, des fois, on se rend compte qu'en réimplémentant les conversions, du coup, les offline conversions, en fait, ces campagnes, elles sont ultra rentables. Et pour des entreprises qui font à la fois un peu du e-com et qui ont du service et donc lancent de la lead gen, en fait, on se rend compte même des fois, c'est plus rentable. Ouais, et pour le coup, Pmax, c'est quand même un outil assez complet quand même au sein de Google Ads. Il peut faire plein de choses, mais il a quand même des grosses limites et il dépend beaucoup de ce que tu vas lui donner à manger. Donc en fait, si t'es pas capable d'avoir une architecture de données au niveau des conversions, surtout sur la partie lead, c'est pour ça que ça peut être un peu casse-bonbon sur la partie Europe, et sur la partie US c'est encore pire parce que t'as tout ce qui est les fermes à clics, les click farms, où tu vas avoir des faux remplissages de formulaires. Ça vient un peu te dézinguer les Pmax. Mais nous on a la chance sur les marchés non anglophones de pas trop souffrir de ça. Mais Pmax, pour le coup, il y avait certaines personnes qui prédisaient que demain t'aurais un compte en full automatique avec juste une Pmax. Moi, on m'a toujours dit, et c'est une métaphore qu'on m'avait sortie, que j'aimais beaucoup, c'était de dire, non, en fait, Pmax, c'est une partie de ton compte, et un compte Google Ads, c'est comme une pizza, aussi étonnant que ça puisse paraître, et en fait, le Pmax vient juste faire, entre guillemets, la pâte, et t'as quand même besoin d'avoir tous les ingrédients dedans, du search et autres, mais est-ce que demain, on a quand même ce risque d'avoir une seule campagne dans un compte, selon toi, et notamment les Pmax? Alors, on risque de les avoir parce qu'en fait, suite à un manque de connaissances en fait de Performance Max, parce que Performance Max, il y a donc comme je le disais là rapidement, Performance Max, c'est sur des signaux d'audience. On cible pas une audience en particulier, on vient pas mettre des mots clés. En fait, ce qu'on indique, on indique des titres, des longs titres, des descriptions. On vient ajouter des images, des vidéos et un signal d'audience. J'insiste bien sur le fait que c'est un signal et pas une audience. Ce Google, on lui donne ça, c'est un indicateur d'audience à suivre et il se réserve le droit ou non de le suivre. Donc ça, c'est un peu ce qu'on donne à l'algorithme pour suivre. Sauf qu'en fait, là, à ce niveau-là, il y a de la gestion de marque. Nous, là, quand on regarde un petit peu, il y a des comptes, c'est très bien, ils ont une campagne Performance Max, ils sont très contents de leurs résultats et on arrive, on leur dit, en fait, il y a 80% de tes conversions et de tes revenus, tu l'as par ta marque.
Et en fait, mais ça peut poser des problématiques sur la stratégie multicanal, notamment avec le SEO. Ensuite, il y a aussi des nouveaux paramètres où en fait on peut venir faire que de l'acquisition de nouveaux clients. Parce qu'en fait, là aussi, on se rend compte au sein de compte qu'on fait beaucoup de retargeting. Donc en fait, je pense que oui, on aura beaucoup de comptes avec une Pmax, un compte, une Pmax, mais par manque de connaissances, parce qu'aujourd'hui, Pmax, il peut pas être autonome. Ouais, c'est un peu le souci que tu vas avoir, c'est que ça donne cette impression de full automatisation, tout est génial dans le meilleur des mondes, il y a aucun problème, il y a rien à faire presque. Et c'est encore plus renforcé parce que tu as des personnes qui se disent potentiellement bah oui, mais en fait je peux rien optimiser dans Pmax, donc autant tout lui donner. Ça reste une boîte noire, on sait rien, etc. Alors qu'en vrai, quand tu creuses et que tu suis un minimum l'info, c'est de moins en moins vrai. Totalement. Déjà, dans un premier temps, bon, aujourd'hui c'est un petit peu plus disponible. Il y avait cette histoire de reporting. On pouvait avoir des infos au niveau du compte, on n'avait pas au niveau de la campagne, pardon, et pas au niveau du groupe des éléments des asset group. Sauf que là, il faut qu'on se renseigne un petit peu. On avait des scripts qui ont très vite été disponibles pour avoir ces informations-là. Là, je parle des scripts de Micros notamment. Bon, maintenant Google, ça a tellement buzzé qu'ils se sont dit qu'ils ont accéléré là-dessus. Ils ont mis en évidence ces rapports, donc on arrive à avoir au niveau de l'asset group les performances du compte. Par contre, on sait toujours pas trop à quel point ça diffuse sur les canaux. Et donc là, encore une fois, hein, le script de Micros est très utile parce que effectivement, parfois l'algorithme va prendre un nouveau virage et tu te rends compte que t'as diffusé que sur YouTube, que sur Display, là où en fait, t'avais une vidéo très générique que t'as mis dans ton compte, enfin dans ta campagne et dans ton asset group, alors que ton asset group est ultra segmenté. Et donc en fait, ouais, je dirais qu'aujourd'hui on pense que Pmax c'est toujours une boîte mort, mais absolument pas. On a les reporting, on peut maintenant exclure la marque sans demander à la compte manager. Il y a encore quoi ? Il y a encore aussi de l'exclusion d'emplacement parce qu'on a accès au rapport, le test sur l'acquisition de nouveaux clients. Il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on peut faire dans Pmax, et ce qu'on disait il y a 1 an et demi, c'est plus vrai du tout. Ouais, et pour le coup, sur Pmax, t'as plusieurs choses que tu peux pas encore spécifiquement faire, comme l'exclusion d'audience. Par contre, ça reste un des derniers bastions où Google protège cette partie-là, on va dire, parce que tu peux pas cibler des audiences, mais tu peux pas non plus en exclure. Donc ça, c'est un peu dommage. T'en as qui trichent un peu en disant, en fait, je vais faire du new customer only, donc je vais dire à ma Pmax d'aller chercher que des nouveaux clients, sauf qu'en fait, je vais falsifier ma base client en disant, par exemple, c'est que tous mes visiteurs sites, je vais considérer que c'est des clients avec l'audience visiteur site web et faire du new customer only. Bon, c'est hyper dégueu quand même comme truc, mais c'est assez ambitieux, je trouve, de faire ce système-là. Il y a quelques use cases assez obscurs où ça vaut le coup. Mais aujourd'hui, c'est vrai que Pmax, il faut savoir l'utiliser, ça reste assez complet, mais pour le coup, c'est un peu galère quand même de comprendre si tu suis pas. Il y a un vrai temps d'infusion, à mon avis, de comprendre Pmax, surtout c'est limite pire pour les anciens, j'ai envie de dire, ceux qui connaissaient Google AdWords en son temps et qui se réveillent d'un coma après 5 ans et qui se disent mince, en fait, c'est quoi ce type de campagne, que font les campagnes Facebook dans Google Ads, j'aurais presque envie de dire. Et il y a un point quand même sur Pmax que tu soulevais en demi-teinte, et on l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est que mine de rien, il a besoin d'un objectif clair pour y aller, et donc tout ça passe par un tracking des conversions qui est quand même assez impeccable. C'est un sujet qui était assez aride, qui était un peu plus loin des traffic managers quand même à l'époque, parce que c'était soumis au dev, il n'y avait pas tous ces changements de tags, et pourtant depuis 2017, je crois, on n'arrête pas d'avoir des modifications de tags avec le passage du G-tag en first party. Déjà avant c'était le tag AdWords, après c'est passé en G-tag, après il y a eu le consent mode V1, puis la V2 que tu évoquais. Il y a le suivi des conversions améliorées aussi, et t'as aussi le fait qu'avant on suivait tout avec les cookies, mais aujourd'hui c'est plus forcément le cas. Donc je suppose que t'as peut-être quelques infos à nous donner aussi sur c'est quoi l'avenir du tracking dans un monde sans cookies, selon toi? Alors ça va dépendre un peu des efforts que chacun souhaite y mettre, hein, parce que forcément ça va demander d'être mis en projet, ça va demander aussi, ça va nécessiter des coûts. Moi aujourd'hui j'appelle ça le triangle des Bermudes quand on récupère certains comptes et quand on fait des audits. Donc dedans j'inclus le suivi avancé des conversions, le consent mode et le server side.
parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, sur un e-commerce, ces 3 éléments, si ils sont tous les 3 mal configurés, et il y a encore des comptes où c'est mal configuré, mais c'est jusqu'à 20% de conversion non traquée. Et je trouve ça énorme dans le manque à gagner, parce qu'en fait, on joue les budgets marketing des investissements dedans. Donc, ok, le consent mode, il est obligatoire, et encore plus maintenant avec l'update, parce que Google a commencé à bien flaguer les comptes pour dire que là, il va falloir s'y mettre très sérieusement. Donc ça, c'est déjà un premier progrès. Donc là, on est au tout début du consent mode. On verra dans les mois et les années à venir comment ça évolue, parce qu'en plus, je pense que ce sera voué à encore évoluer. Mais déjà d'avoir cette première brique, c'est déjà très bien, au moins en Europe. Après, il y a le suivi avancé des conversions. Donc ça, c'est aussi un élément qu'on retrouve assez souvent configuré au sein des comptes. Encore faut-il déterminer s'il l'est correctement, ça c'est tout un sujet. Et par contre, là où ça devient la bête noire, mais absolument de la team marketing comme de la team IT et du board, etc., là, ça va être le server-side tracking. Et parce que ça va vraiment être un débat. Parce que, comme je disais, c'est vraiment un projet à part entière qui va nécessiter des coûts. Donc, il va vraiment falloir se poser pour pouvoir le mettre en place. Et en fait, on sort du scope des connaissances de l'équipe marketing. Faut passer par l'IT. Donc ça, dans mon quotidien de traffic manager, l'IT, ils adorent nous voir débarquer. Pas vrai du tout. Et en fait, c'est trop dommage aujourd'hui de déprioriser ce sujet, parce que c'est un sujet qui est mal compris. Moi, je vois aujourd'hui sur des comptes qui ont des gros budgets marketing, les canaux sont bien développés. Google Ads, c'est 20% du CA. Dans la réalité, je pense que la plupart des comptes, c'est entre 40 et 60% du CA Google Ads. Et j'ai un peu de mal à se dire, mais comment on peut déprioriser un projet si important quand en fait c'est le canal qui te rapporte le plus de conversions, qui te rapporte le plus de chiffre d'affaires. Et après, bon, je vais pas rentrer dans les détails énormément, parce que moi, je suis team marketing et pas team dev, mais c'est vraiment c'est quelque chose qui doit être mis en place. En plus, aussi l'un des sujets du server-side, c'est que ça va souvent demander l'utilisation d'une solution tierce, parce que sinon il faut développer toutes des choses en interne, etc. Le projet va prendre encore beaucoup plus de temps, et surtout ça va générer des coûts. Mais le truc, c'est que ça implique des coûts, mais derrière, en fait, on traque mieux, on est plus quali aussi sur la donnée qu'on obtient. Donc en fait, en termes de ROI, c'est très vite récupéré. L'investissement, il en vaut vraiment la peine. Je trouve qu'aujourd'hui, on devrait beaucoup plus se mettre sur le sujet du server-side, parce que ça devient essentiel. Tout en s'assurant, bien sûr, que du coup, comme je le disais dans mon triangle des Bermudes, le consent mode et le suivi avancé des conversions soient aussi correctement configurés. Ouais, et puis pour le coup, si t'as pas ça, en fait, tes campagnes, elles savent pas forcément quoi faire, parce que tu vas pas récupérer assez de conversions pour qu'elles apprennent, surtout si t'es sur des environnements de conversion assez faibles, finalement, au moins t'as de volume, au moins les campagnes peuvent apprendre, au moins t'as des configs comme le suivi améliorer des conversions, au moins tu suis des éléments finalement de ces conversions-là. Si t'as pas le consent mode, bon là on l'a dit, aujourd'hui c'est un peu dead. Si t'as pas le server-side, tu te fais bloquer sur du Apple, sur tout ce qui va être bloqueur de pub, et quand il y aura la fin des cookies tiers, tu te feras dégommer. Je crois qu'ils sont déjà plus sur Firefox et Safari, il reste Chrome. Bon, Chrome c'est 2/3 du marché, donc il reste un peu de temps, mais ils sont en train de sunset le truc. Donc en gros, il faut s'y mettre maintenant. Et tu disais, au final, c'est une notion de qualité. La qualité au sein des comptes, c'est un thème qui revient souvent, c'est hyper important. T'as la qualité au niveau de la conversion, la qualité au niveau de setup, et t'as toujours ce bon vieux quality score, le score de qualité, que t'avais sur tes annonces search, qui existerait probablement encore sur PMax, un peu discrètement. Est-ce que tu peux nous redire ce que c'est, comment tu le travailles, et quel impact ça a sur les campagnes en tant que telles? Alors le quality score, effectivement, on sait pas à quel point c'est à l'intérieur, mais j'ai envie de dire que oui, en fait, c'est à l'intérieur d'une campagne Performance Max également. Le quality score, ça va imbriquer pas mal de choses. Donc dans un premier temps, la qualité de tes écrits et de ton contenu, donc de tes titres et de tes descriptions au sein d'une annonce et au sein de ton asset group dans PMax. Ça va venir aussi mesurer ton CTR, voir à quel point en fait le ratio quoi, à quel point tes annonces elles ont été cliquées et en fait elles suscitent de l'intérêt auprès des utilisateurs auxquels Google diffuse. Il va aussi avoir les landing pages parce que
Là aussi, en plus, les PMax, si on fait pas attention dans les paramètres, il y a du dynamique, du contenu dynamique qui va venir se mettre dans les PMax en termes de titre, en termes d'URL. Donc aujourd'hui, si on n'a toujours pas compris que la qualité d'une landing page est importante, c'est un gros red flag aussi au sein d'un compte. Forcément que ça va se baser aussi sur les performances historiques, parce que je disais déjà le CTR, mais aussi le taux de conversion derrière. Tout va venir jouer. Et donc en fait, oui, le quality score aujourd'hui, c'est un petit peu en fait l'ensemble, c'est ce qui va regrouper en fait l'ensemble finalement de ce que contient une campagne. Donc tes performances historiques, ton CTR, la qualité de tes contenus, ta landing page. Mais en fait, j'ai envie de dire, tu te donnes quasiment que ça à un compte. C'est vraiment ce que représente une annonce. Ouais, au final, avec le QS, le quality score, tu retrouves toutes les composantes. T'as le CTR attendu, donc ce que, entre guillemets, là où Google met la barre sur le CTR, donc le taux de clic de tes annonces. T'as l'expérience sur la landing page, est-ce que c'est cohérent avec ce que tu veux dire. Par exemple, si tu t'affiches sur des requêtes pour vendre des matelas et que sur ta landing page, qu'il y a que des ballons de rugby, finalement, il y a un décalage entre les deux, donc forcément, c'est pas une bonne landing page, expérience de landing page. Ça, plus si les typos sont en blanc sur blanc et trop petites, etc. Donc t'as plein de choses. Et enfin, tu retrouves le bon vieil Adrank qui reprend tout ce que tu disais sur les éléments. Donc, au final, les fondamentaux ont pas changé. C'est un peu comme on a eu un épisode sur le SEO, on en parlait aussi. Les fondamentaux ont pas changé. C'est l'exécution qui est un peu différente, mais toute la base de la structure reste là. En tout cas, tout ce que tu dois donner à dire, c'est-à-dire aligner ton annonce avec l'intention de recherche, etc. Même dans une PMax, finalement, tu vas avoir ce travail-là de dire, OK, qu'est-ce que je dois dire à mon utilisateur? Où est-ce que je veux l'emmener? Qu'est-ce que j'attends de lui, etc. Donc, c'est un travail marketing. On sort de la technique. La technique a changé, mais pas le marketing, finalement. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que même si tout change, au final, t'as quand même une zone de stabilité à ce niveau-là. Totalement. Et c'est vrai que je parlais du coup beaucoup du quality score finalement au sein d'une campagne Performance Max, mais mais j'ai oublié aussi forcément il y a les mots clés dans le search qui va venir aussi s'imbriquer parce que Performance Max ne fonctionne pas avec des mots clés là où le search fonctionne avec des mots clés, donc c'est aussi un des éléments pris en compte dans le quality score. Et finalement, on vient de redire que c'était important d'avoir des bonnes annonces, qu'elles soient bien copyrightées, etc. Et pour le coup, t'as Google qui a créé les ACA, les Automatically Created Assets. Donc Google fait à ta place le travail de générer des titres et des descriptions et compagnie. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Moi, le souci, c'est qu'en fait, j'ai envie de te dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des pages qui sont pas trop clean sur les sites. Et en fait, ça peut prendre n'importe quoi, et n'importe quoi dans le sens où ça peut prendre, par exemple, ta page de conditions générales de vente. Et moi, je sais que pour le bon du jus SEO, etc., il y a des moments, il y a des sites qui laissent un peu des pages actives. Et en fait, des fois, je reçois des messages moi sur LinkedIn en me disant je comprends pas, j'ai une annonce là qui me parle de solde, alors qu'on est du coup totalement hors saison, je comprends pas, j'ai une annonce de solde, j'ai bien retiré tous mes titres, toutes mes descriptions, j'ai pas de dynamic search ads activé, je comprends, et c'est un élément d'alerte quoi, on n'a pas le droit de diffuser sur les soldes hors période de solde. Et en fait je leur dis mais t'as pensé à ta campagne Performance Max? On me dit mais non, Performance Max elle est pas dynamique. Je dis va regarder un petit peu dans le fin fond de tes paramètres de la campagne parce que si en fait elles peuvent être dynamiques. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des vieilles pages SEO qui sont, des vieilles pages pour le site qu'on a gardées pour le SEO et pour plein d'autres raisons aussi, en termes de backup historique, etc. Et en fait, c'est que oui, ces URL sont plus disponibles via le site, mais en fait, la Performance Max, si c'est activé, ça va venir dessus. Sauf que là, on peut se prendre très cher, notamment sur un sujet de solde. Ouais, et puis en plus, t'as pas cette notion qui est hyper publique de gérer les page feeds, donc les flux de pages dans PMax, ce qui est possible, c'est juste que c'est un peu plus caché ou autre. Là où pour le coup sur les DSA, donc les Dynamic Search Ads dont tu parlais, c'est quelque chose qui est maîtrisé, c'est vieux comme la guerre aussi. Mais les page feeds dans PMax, ouais, t'y penses pas forcément, et puis ça vient un peu en conflit, j'allais dire, avec le SEO, là où moi mon point c'est plutôt de dire le SEO vient aider PMax puisque ça aide à la lisibilité du site, mais effectivement si t'as des pages qui vont ranker sur des sujets assez loin, finalement tu fais pire que mieux. Donc
il faut effectivement gérer ces exclusions de pages. Et il y a toujours ce débat sur est-ce que je laisse ma PMax utiliser des pages de blog et autres là-dessus. Pour le coup, c'est quand même du cas par cas sur ce type de page, mais des pages qui sont spécifiquement faites pour ranker sur des sujets un peu annexes, mais qui sont pas notre cœur de cible et on n'est pas prêt à mettre du paid dessus, etc. Là, effectivement, il faut exclure tout ça. Mais pour le coup, qu'est-ce qu'on pense du temps que ça implique en temps de gestion pour le coup, tous ces changements dans l'écosystème Google Ads? En termes de temps, ça va être le gros du travail sur quelques jours. Mais en fait, c'est du travail qui va être gagné sur tout le reste du mois, des semaines et des années à venir. Là, comme je te disais, en fait, la personne sur LinkedIn qui me contacte, en fait, elle est en alerte. Donc, peu importe son projet à haute valeur ajoutée, là, elle vient de se stopper. Elle doit traiter son sujet parce qu'il y a un titre de solde qui vient apparaître. Et ça vient vachement pénaliser, je trouve, le quotidien d'un traffic manager. Et il n'y a pas de routine déjà dans un travail. On n'a pas de routine. Chaque jour est différent, il y a toujours des promos à lancer, des choses à optimiser, des projets à mener. Il y a plein de choses à faire au quotidien. Et donc, en fait, quand on peut éviter au maximum ces alertes, faut savoir se faciliter la tâche. Après, aussi, moi, ce qui me gêne énormément avec le contenu dynamique, via les PMax, c'est un peu cette image de marque. Parce que quand on a des groupes avec des gros budgets marketing, il y a une façon de diffuser en publicitaire, il y a une façon de communiquer sur la marque, il y a une façon de communiquer sur les réseaux sociaux. Sauf qu'en fait, si on fait pas trop attention à tout ça, parce que oui, on a fait des descriptions, mais sur des produits qui ont 5-6 ans, donc les descriptions, elles sont en cours de réoptimisation, ça vient te mettre des descriptions des titres qui sont plus du tout, du coup, alignés avec ta marque. Et ça vient juste, en fait, te pénaliser ton quotidien parce que t'étais sur autre chose, t'étais sur ta gestion de projet. Donc en fait, je dirais que une fois qu'on a bien remis son compte, donc que ce soit les AAR, les recommandations automatiquement appliquées par Google, quand on a bien juste un coup de temps en temps remis le nez dans les settings de campagne pour s'assurer que, enfin c'est même encore bête, mais moi des fois je vois des campagnes shopping qui sont encore en CPC manuel, là où en fait on a reçu un mail il y a des mois qui disait que ça allait déprécier encore plus que ce que ça ne l'était déjà parce que c'est pas de l'enchère intelligente, et on retrouve comme ça en fait des campagnes où il y a plein de petits trucs, même un truc bête aussi, mais on retrouve encore des campagnes en présence et intérêt. Ouais, qui est encore un autre sujet, une vieille relique, mais c'est intéressant. Il y a 2 points que tu as soulevés sur lesquels je voudrais m'attarder, notamment le CPC manuel finalement, où j'ai vu passer un article récemment, j'arrive pas à retomber dessus alors que je le cherche ardemment, qui nous disait justement que dans l'entrée dans l'enchère, il y a cette dépréciation qui est chiffré, qui est quantifié, et il y a même des use cases qui ont été faits pour comparer les deux. Donc pour le coup, on voit clairement que Google essaye de reprendre le contrôle et de stopper tout ce qui est possibilité manuelle à ce niveau-là. Donc ça, c'est une chose. En gros, t'es obligé maintenant quasiment de faire du smart bidding, sinon Google te met un peu les bâtons dans les roues finalement. Et l'autre point sur lequel je voudrais m'attarder, c'était sur les recommandations auto-appliquées. Donc ça fait toujours un peu sourire, parce que je pense qu'on a tous eu droit au call avec les chargés de compte Google qui te disent alors on va passer en revue les recommandations auto-appliquées, et ils viennent ticker ok, alors pourquoi vous activez pas celui-là, pourquoi pas celui-là, etc. Et ils avaient un peu leur petite liste de courses, c'était assez comique, et les vrais savent que il faut pas les activer sauf quelques-unes. Il y en a 11 je crois, je sais qu'il y en a que 3 qui m'intéressent vraiment, mais ça pour le coup c'est un peu le truc où Google essaye de faire à ta place, et pour le coup on voit que ça ne marche pas. C'est des exclusions de mots-clés automatiques, des ajouts de mots-clés automatiques, des changements de budget automatiques carrément. Enfin c'est vraiment une espèce de gros pot de n'importe quoi, je trouve. Je sais pas si t'as un avis sur les AR, mais je pense qu'on a tous plus ou moins le même là-dessus. En fait, j'ai envie de te dire, quand on a lancé les Performance Max, tout le monde faisait tirer un peu la tête en disant ah mais je peux pas contrôler mes mots-clés, je peux pas contrôler mes audiences, je peux pas contrôler ci et ça, etc. Et en fait, on retrouve des comptes où on active plein de trucs en automatique. Là, il y a un peu contradiction quoi sur la gestion de son compte au quotidien. Oui, c'est vraiment
c'est un peu la joue en bingo avec les commerciaux de Google, hein, parce que moi à ce niveau-là, c'est même plus un account manager, malheureusement. Il y en a 14 au total. On en a eu quelques nouvelles là. Il y en a quelques nouvelles. Et effectivement, on est à 2 au moins sûrs, et la 3e au cas par cas. J'arriverai plus là à sortir les noms en tête, hein. Mais ce qui se passe, c'est que oui, déjà, il faut savoir que par défaut, Google peut passer enfin, si c'est activé, il y a des choses où on peut passer un mot-clé qu'on avait mis en exact, qu'on peut passer en large. Alors, imagine si ta marque, elle s'appelle Bijoux d'or, t'avais enchéri en exact, et là, Google en auto, il te l'a passé en large, et t'es en train d'enchérir sur des montres suisses pour hommes, parce qu'en soi, c'est du bijou, hein. Ça peut être en or aussi. Mais sauf que c'était pas pour une campagne de marque, quoi. Ouais, ça peut être assez dévastateur pour le coup. Et pareil, le large, on en a pas parlé, mais c'est un truc qui était impensable quasiment il y a encore quelques années. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Tu le retrouves quand même assez souvent. C'est mis en place. Quand c'est bien mis en place, effectivement, tu vas aller chercher un peu plus de volume rentable et c'est des bonnes opportunités à aller chercher, je trouve. Là où avant, c'était un peu plus compliqué. Peut-être les algos étaient pas encore assez mûrs pour faire la différence entre des requêtes intentionnelles ou informationnelles versus des requêtes commerciales, là où aujourd'hui ils arrivent un peu mieux à le faire pour le coup. Donc tu peux quand même aller chercher des infos, en tout cas des conversions là-dessus, mais on te dit il faut par contre pas faire de travail sur l'exclusion des termes de recherche et vous laisser faire le bro de l'algorithme va gérer tout seul. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a testé le bro justement ou qui veut tester le ciblage large sur ces mots-clés? Alors j'ai aucun souci avec le large. Justement, ça permet, ça rejoint aussi un peu plus ce smart bidding et finalement Pmax, hein. Sauf qu'en fait, il faut savoir que c'est ok de faire ça, c'est ok de laisser Google, sauf qu'à un moment il faut reprendre la main. Google va venir chercher des requêtes, mais des fois elles sont tellement larges que le produit tu le vends même plus. Moi, il y a pas longtemps, j'ai fait un audit de compte. J'ai eu un clic acheté à plus de $50. Un seul clic. C'est pas mal. Le truc, quelque chose qui était même pas vendu, qui tombait effectivement, sûrement un truc sorti des CVG ou je sais pas d'où, de Google, et qui est venu ressortir. Enfin, vraiment, j'ai halluciné. En fait, pour moi, aujourd'hui, c'est ok de faire du large. Par contre, il faut être ultra rigoureux sur comment on va venir après nettoyer. Il faut tout ce qui a pas tout ce qui ne diffuse pas, on exclut. Tout ce qui va pas convertir, on peut aller exclure. Tout ce qui va pas respecter un target CPA ou un target ROAS. En fait, au bout d'un moment, il faut se poser et aussi bien s'assurer, parce que moi j'ai aussi des clients qui me disent oui, mais en fait là je suis en train d'exclure un produit dans ma campagne shopping, le produit je le vends. Et je dis oui, sauf que là tu essayes d'avoir une campagne shopping marque. Est-ce que ton mot-clé, c'est ta marque? Non. Donc le mot-clé n'a rien à faire dans ta campagne. Et encore une fois, hein, des fois, c'est un peu compliqué de se dire dans des ad groups, je sais pas, donc je reprends mon exemple sur les bijoux. J'ai un ad group de bagues, j'ai un ad group de boucles d'oreilles. C'est des fois un peu dommage de dire, ok, boucle d'oreille, là, qui est remontée dans bague. En soi, je l'ai vendu, il y a un bon taux de conversion, etc. Oui, sauf qu'en fait, il y a un ad group, donc il y a des annonces dédiées à la bague, et toi, là, il y a eu un clic sur la boucle d'oreille. C'est pas ce que tu voulais. C'est pas pertinent. Toi, tu veux que boucle d'oreille soit attribuée dans ton ad group boucle d'oreille. Donc en fait, il faut vraiment être ultra rigoureux et se remettre un peu dans la stratégie sur où est-ce qu'on veut aller et venir aller nettoyer ces mots-clés. Et quand on n'a pas le temps de gérer son compte et la diffusion en large, dans ces cas-là, faut pas mettre en large. Ouais, c'est un peu un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, comme disait Oncle Ben, mais Oncle Ben Céleri. Si je reprends, t'avais un exemple il y a pas longtemps, tu m'avais envoyé, c'était assez déconnant. Il va chercher très très loin parfois. Je sais plus, ça parlait de dissoudre un corps ou quelque chose comme ça. C'est un truc que t'avais vu sur LinkedIn, je crois. C'est une entreprise de pompes funèbres. Parce que chaque business est libre de diffuser, hein, ça, y a pas de débat là-dessus. Sauf qu'en fait, là, avoir payé sur le comment dissoudre un corps, c'est un peu hard et je suis pas sûr qu'on a envie d'apparaître sur ce genre de requêtes. Je te reprends un exemple. Tu vends dans le luxe,
t'as pas envie d'enchérir sur des requêtes style dropshipping. Ouais, ou pas cher. Tu vois, peut-être que le gars qui cherchait comment dissoudre un corps, finalement, il aurait pris un better call et puis t'aurais fait une consultation à l'heure parce que les mecs des pompes funèbres, peut-être qu'ils sont très bons pour ça. On les salue s'ils écoutent. Mais ouais, effectivement, il faut quand même suivre parce que Google, il va se baser surtout sur de la sémantique et autres, mais il part quand même assez loin et il va quand même aller tester des requêtes. Alors, il y a quand même les pros du full automatique qui vont te dire ouais, mais en fait, il faut pas toucher. Google, il va finir par comprendre que ça convertit pas. Sauf qu'en fait, moi je suis un gros radin sur mes annonces et en fait pour comprendre que ça convertira pas, toi tu le sais parce que tu sais que tu vends pas du dissolvant pour corps, mais l'algo, il va avoir besoin d'aller chercher du trafic qui ne convertit pas pour comprendre OK, j'ai vu ça ne convertit pas, sauf que ce trafic tu l'as payé en fait. Donc oui, sur le long terme, tu vas pas payer des milliers d'euros, de dollars ou autres sur cette requête liée à la dissolution en année. Mais par contre, ce mois-ci, c'est celle-là, après il va comprendre, après c'est une autre, après c'est une autre. Et en fait, c'est l'ajout de plein de petites dépenses qui vont s'empiler. Et en fait, je pense qu'on a peu d'annonceurs qui sont prêts à dépenser 2, 3, 5, 10% de leur budget pour des tests où on sait, marketingment parlant, que ça ne peut pas marcher. Alors, c'est pas la gestion de budget qu'on nous apprend à l'école du ROI, en tout cas. Et pour le coup, c'est un travail manuel à faire derrière. Enfin, ça s'automatise de plus en plus aussi avec les scripts et autres. Mais c'est un travail de rigueur qui est obligé d'avoir lieu. Ce que j'ai vu comme use case aussi qui était intéressant, c'est que tu peux quand même coupler ça à de l'IA qui est gérée par toi avec, à l'époque c'était avec l'agent de chat, enfin pas l'agent mais l'API ChatGPT que tu mettais sur Google Sheets où tu venais, t'as un script qui venait récupérer tes termes de recherche, t'avais ChatGPT qui venait dire ok ça on exclut pas, etc. Là pour le coup avec Gemini dans Google Sheets ça peut être marrant aussi. Si tu arrives à le cadrer, c'est comme si t'avais accès à l'algo de Google mais que tu peux faire travailler contre lui-même. J'aime beaucoup l'idée. C'est ça. Je t'avoue que c'est des choses qu'on est en train de tester chez nous. Tu le sais. Oui, je sais bien. Et en fait là, moi, je suis très mathématique. Et c'est ce que j'adore aussi dans le marketing, c'est qu'en fait là, tu te dis que tu vas regarder un taux de conversion ou un taux de clic. Donc c'est très mathématique. C'est des clics, c'est des ratios. Donc t'as un chiffre à diminuer, un chiffre à augmenter pour améliorer ton pourcentage. Sauf qu'en fait, potentiellement, quand ton truc qui commence à être bien imbriqué, tu te dis tes conversions, sans budget supplémentaire, t'iras pas chercher plus. Ouais, sauf qu'en fait, potentiellement, faut juste réduire tes clics, mais en fait réduire les clics qui te servent à rien. Et donc dissoudre un corps. Et en fait, donc le CTR, ça va être pareil. C'est que on va chercher, oui, certes, augmenter les clics, mais encore une fois, potentiellement, faut plus de budget. C'est ce qu'on prédit, mais faut le truc, mais en fait, tu vas chercher aussi un peu à limiter l'impression. Parce qu'en fait, si tu limites l'algo en haut de funnel à l'impression, en disant, je ne veux pas que ces gens-là voient mon annonce parce que leur intention de recherche n'est pas de l'achat. C'est de l'informationnel, peu importe. Enfin, même ce produit-là, je ne le vends pas. Tu réduis ton nombre d'impressions, tes clics sont forcément déjà sur un ratio, ils sont meilleurs. Et si en plus, tu viens faire ton exclusion de mots-clés sur ce qui t'a coûté de l'argent, mais qui ne convertit pas, encore une fois, ne te concerne pas, etc., tu dis encore à l'algo, ces clics-là, j'en veux plus, je ne veux plus dépenser de l'argent sur ça. Donc en fait, t'as des taux de conversion meilleurs. Et là, c'est le jeu des mathématiques, il faut vraiment venir jouer sur ces choses-là. Ouais, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a quand même encore un intérêt à utiliser son cerveau pour faire de la publicité Google. Moi, j'aime beaucoup cette notion-là. On n'est pas encore full remplacé par des machines. Et un autre problème que moi j'ai à ce niveau-là, c'est que c'est pas que je crois pas en la techno, c'est pas que je crois pas en l'IA, c'est pas que je crois pas aux algorithmes, etc. Au contraire, je trouve qu'il y a des belles potentialités là-dessus. Par contre, le souci que j'ai à chaque fois, c'est juge et parti finalement. C'est Google qui décide comment tu vas dépenser ton argent sur Google. Donc t'as pas ce côté contre-pouvoir qui est important. Et on le voit de plus en plus côté agence en fait, parce que tu pourrais te dire mais en fait il y a de moins en moins de choses à faire. Quand tu regardes ça de loin, tu te dis en fait il y a plus le truc de changer les CPC comme t'avais à l'époque où un traffic manager pouvait passer sa journée à changer des CPC. Ça devait être assez terrible de faire que ça pour le coup. Et du coup tu peux te dire en fait je vais mettre tout en automatique, sauf qu'en fait oui, Google n'a aucun intérêt à
te faire dépenser purement dans le vide. Par contre, il a peu d'intérêt, je trouve, à te faire dépenser de la manière la plus optimale possible. Donc tu auras toujours des points, et des points assez importants quand les marges sont de plus en plus réduites, à aller chercher en te disant bah ouais mais attends, ça c'est du budget qui ne sert à rien et que je peux réallouer, ça c'est des projets qui sont pas menés et ça il faut que je branche un outil tiers, etc. Notamment quand tu raisonnes avec un mix un peu plus global, comment tu questionnes ton attribution, etc. Enfin il y a plein d'éléments cachés en dehors du compte, et aujourd'hui je pense que vu caricaturalement, tu peux passer plus de temps à bien bosser ta publicité Google en dehors du compte que tu ne peux en passer à l'intérieur du compte à faire des petites modifs finalement. Même si sur des gros comptes, tu as pas mal de données, tu peux passer pas mal de temps à faire des optis parce que tu collectes, mais aujourd'hui, le plus gros levier qu'un traffic manager peut avoir, je trouve, il est en dehors des comptes. C'est vrai que déjà, moi, vu les temps de chargement des fois de Google Ads, mon objectif, c'est le moins de temps dans la plateforme. Bon, il y a Google Ads Editor, hein, donc je mets les mains dans le compte quand même. Et après, je vais venir visionner la data via un Looker Studio. Mais c'est vrai que, l'objectif finalement, ça reste d'être le moins d'avoir le nez dans ton compte. Mais en fait, c'est parce que pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, si t'as le nez dans ton compte, t'es dans le court terme parce que t'es sur de la réac, sur des sujets qui potentiellement demain n'en sera plus. Là où en fait, faut plutôt jouer à fond et effectivement avec ce pas de recul dans ta stratégie au global et d'aller chercher sur le long terme. Moi, j'aime bien aujourd'hui, c'est de voir un petit peu déjà les sites. Est-ce que on s'assure qu'on diffuse bien sur un maximum de catégories de produits? Est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles marques? Si on est sur une marque, il y a des revendeurs. Ok, là j'ai un petit peu de temps. Mais je trouve qu'en ce moment, les créatives, elles performent plus autant. Je vais faire des vrais briefs et quand même faire de la veille concurrentielle pour regarder un petit peu et venir optimiser le visuel. PMax, on le rappelle, hein, ça vient diffuser sur le display. Et même maintenant, le search, on peut mettre en extension de l'image. Donc il y a des choses qui vont vraiment pas être à négliger. Et il y a encore la vidéo. Et ça se saurait si on peut faire des vidéos très quali en 30 secondes. Hein. Donc en fait, on peut passer tellement de temps à revoir son contenu, revoir ses images, s'assurer que son tracking finalement il est bon, venir un petit peu challenger parce qu'en fait tu vois si ton travail de sanity check au quotidien il est fait, tu récupères du budget en fait. Et là tu dis ok qu'est-ce que je peux tester? Je peux peut-être aller me permettre du coup d'aller tester du nouveau customer only. Je peux peut-être me permettre de lancer une demand gen. Je peux aller challenger un petit peu. Je peux remettre du budget là où des campagnes elles sont limitées par le budget dans mon quotidien. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Moi, je dis toujours, c'est que des fois, on me dit un petit peu, on me donne un peu ma to-do à la semaine. Et on me dit, c'est un petit peu light cette semaine. Et je dis, mais t'en fais pas, hein, on va trouver des choses et on va mettre aussi des choses en place. Parce que, c'est ce qu'on disait aussi, le sanity check. On peut faire des process, on peut automatiser. Enfin, il y a tellement d'outils. Un compte Google Ads, aujourd'hui, on met peut-être moins les mains dedans, mais on met moins les mains dedans pour la performance, le résultat. Et c'est là où c'est un peu complexe parce que t'as des personnes qui vendent de la gestion Google Ads et t'en as beaucoup qui sont full au forfait et qui dépotent avec des stagiaires, des alternants. Enfin, on vous voit hein, pour le coup. Eux pour le coup c'est chouette. Ils disent chouette, je peux passer beaucoup moins de temps dans les comptes, ça va pas trop se voir et puis en plus je vais gagner masse de thunes parce que je pourrais mettre plus de comptes par tête dans mon agence. Ça, c'est une mentalité que moi j'ai beaucoup de mal avec ça parce que c'est un peu un truc de pirate, mais les mauvais pirates, tu sais, vraiment les pirates méchants là, le barbe bleue. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est assez délétère parce que là, on voit de plus en plus de comptes en audit, en une grosse verticale audit à l'agence, et en fait, tu vois des comptes qui sont paramétrés de telle sorte à ce qu'on va rechercher la stabilité pour encore y passer le moins de temps possible. Et on va surtout pas risquer de casser, de faire du projet, d'aller bosser sur, du bon split au groupe d'éléments. T'as des campagnes PMax, on en parlait ensemble aussi dans une autre vidéo sur PMax, mais une campagne PMax avec un seul groupe d'éléments, point barre, et that's it, c'est plié. Ça, c'est pas du travail, en fait. Donc, la réflexion sur les structures de campagne, les structures de compte, qu'est-ce que tu mets dedans, quel élément d'annonce tu vas aller mettre à quel endroit. La veille concurrentielle, t'en parlais. C'est un travail qui est colossal pour le coup, mais qui n'est plus dans les habitudes des vieux routards de Google AdWords. Et je dis AdWords volontairement.
Tu vois, ça fait 15 ans que je fricote avec Google Ads pour le coup, donc j'ai quand même un peu de bagage, je pense, là-dessus. Mais je me souviens, à l'époque, t'avais le traffic manager qui déboule le matin, il sait pas trop ce qu'il va faire de sa journée, mais il va aller dans le compte et il va finir par trouver des trucs. Bah là, aujourd'hui, aller dans le compte et trouver des trucs, c'est comme tu dis, c'est une mauvaise idée, effectivement. Par contre, tu sors du compte, tu prends un peu ton baluchon et tu vas te balader dans le business, entre guillemets, et tu trouves plein de choses à faire, effectivement. Tu vas te rendre compte que, bah tiens, en fait, il n'y a pas des niveaux de marge différents, et tiens, bah si on faisait une structure de campagne Pmax à la marge, il y a un catalogue produit qui est assez important, bah tiens, est-ce qu'on ferait pas une structure Pmax Hero Zombie pour tester? Enfin, il y a plein de choses comme ça, et tu sors du compte, c'est là où tu as le plus de levier, comme je disais. Enfin, c'est une belle époque parce que tu as moins de besoin d'aller faire des micro-optimisations qui font de moins en moins sens, je trouve. Et ça, pour le coup, c'est plutôt cool. Ouais, c'est vrai. Et là, tu soulèves un vrai point, c'est parce qu'on n'en a pas discuté, mais il y a le flux produit, et notamment avec le Merchant Center. Quand on a des comptes et on se rend compte qu'il y a plus de 5% du catalogue qui est refusé, et qu'en fait, oui, il y a juste même qui sont flagués, des fois on se dit, bah mince, j'ai mes CPC, ils prennent 80% par rapport à la période précédente. Et en fait, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que dans le Merchant Center, il y a des produits, ok, ils sont diffusés, mais ils ont un avertissement. Et ils vont avoir des avertissements pour des fois des choses un petit peu, j'ai envie de dire bêtes. Parce qu'il y a les règles dans le Merchant Center, on s'est remappé facilement avec les catégories. Je prends un exemple, par exemple, sur la tranche d'âge. Donc sur le textile, il y a besoin de savoir si le produit est réservé à l'adulte ou à l'enfant. Mais en fait, si tu as une catégorie enfant, tu viens mettre ta petite règle sur le fait que si le produit appartient à la catégorie enfant, alors associer enfant, sinon venir associer adulte. Et en fait, ça, c'est le genre de choses qui, tes CPC, bah, ça peut les faire baisser. Pourquoi? Parce que t'avais un avertissement là-dessus sur Google. Donc, quand t'apparaissais en shopping, on se dit, ok, bah, toi qui as exactement le même vêtement que ton concurrent. Lui, il a renseigné ce champ, c'est beaucoup plus détaillé, donc pour l'utilisateur, c'est forcément mieux. Donc, je passe son produit avant le tien. Donc, forcément que pour le peu de clics que tu vas avoir, en plus, ils vont te coûter très cher. Là où si tu viens réoptimiser l'ensemble de tes produits, mais en fait, c'est totalement gagnant parce que déjà pour l'algorithme, mais aussi pour l'utilisateur parce qu'il a accès à toutes les infos. Et c'est vrai que le Merchant Center, on peut y passer, mais des heures, des jours, et je pense en vrai même des mois, parce qu'il y a tellement de choses à faire dans un compte Merchant Center que faut vraiment, c'est des choses à se mettre. Et même des fois, on se rend compte qu'il y a des produits qui sont best-sellers sur le site e-commerce qui sont pas diffusés en shopping. Ouais, ça, t'as plein d'éléments à prendre en compte là-dessus. Ça me fait penser à trois choses. La première, c'est que t'as le quality score shopping, entre guillemets. Il y avait une belle infographie qui était sortie. Je sais plus si c'était Google ou un des pros américains. Si je la retrouve, je la mettrai en description de l'épisode. C'était hyper bien fait, parce que c'est le quality score sur le search et autres, tout le monde le voit, mais sur le shopping, c'est un peu moins connu. Donc t'avais ça. T'as la partie feedgen, qui est l'IA open source la technique open source de Google qui est dispo sur GitHub. Pareil, si j'y pense, je mettrai le lien en description, mais sinon ça se retrouve assez facilement sur GitHub, là où vous retrouvez aussi tous les scripts Google Ads qui font sens et qui sont faits par des mecs assez quali. On citait Mike Rhodes tout à l'heure, c'est un parmi d'autres. Et ça, pour le coup, Feedgen, ça peut t'aider à améliorer ton flux produit en tant que tel. Et le dernier point, même sur la partie flux produit, c'est la connaissance même de tes niveaux de marge, de tes catégories, etc. Où là, tu vas aller retranscrire et t'as une partie quand même SEO dans ton flux. Alors Feedgen peut t'aider, mais pour le coup, au plus c'est quali en amont, au mieux c'est. Et tu peux même avoir des briefs de description produit. Et en fait, tu parlais des briefs créa tout à l'heure, mais en fait, les briefs sur la description et les titres des produits, comme tu peux le faire finalement sur quand tu bosses en SEO avec les personnes du produit, bah tu leur donnes des consignes sur les mots-clés, la gestion des titres, etc. Bah, en fait, tout ce qui va transiter dans le flux, ça va être important. Et dans GMC ou tu le fais un peu plus haut, entre guillemets, si tu utilises des outils comme du Chainable, du Lengo, du Shopping Feed, j'en cite plusieurs pour pas être agnostique, mais tu peux mettre des règles, mettre des gestions à ce niveau-là qui vont être assez intéressantes. Et au final, tu fais une espèce de feed SEO, même si tu vas être en paid derrière, et ça va t'aider à bien diffuser pour le coup. Donc c'est ça qui est marrant, c'est que on tire un bout de fil et au final t'en as plein d'autres qui arrivent. Le tout c'est de savoir où tu vas doser l'énergie, qu'est-ce que tu vas prioriser, mais au final il y a toujours quelque chose à faire, et pour le coup là on est encore une fois en dehors du compte. C'est ça que je trouve assez magique. C'est ça, et puis après bon, peut-être le dernier mot qui permettra aussi un peu de
peut-être conclure aussi cette partie-là, c'est de se dire que aussi, si aujourd'hui on se dit qu'on a tout fait, ben en fait, faut aller peut-être regarder de l'autre côté de l'Atlantique, voir un petit peu ce qui se passe, on peut tester les bêtas, voir. Et en fait, déjà la réponse, on n'a jamais tout testé, il y a toujours un truc à faire. Et en fait, là, du coup, ça va être l'opportunité d'aller se former. Parce que aujourd'hui aussi, un traffic manager peut être dépendant de plein d'autres pôles. Je parlais là aujourd'hui des fois sur le tracking. Un traffic manager qui a des notions de tracking et qui du coup juste le petit bout de code qu'il te faut, qui va permettre d'absolument tout résoudre, bah ouais, potentiellement, viens apprendre à comment tu vas le faire, etc. Viens gagner de la valeur ajoutée et au moins là, toi, bah tu vas pouvoir faire ta lead gen. Ou tu vas pouvoir mettre le suivi avancé des conversions, tu vas pouvoir mettre le consent mode. Enfin, il faut rester aussi curieux de nature et venir tester les choses. Et encore une fois, de toute façon, Google va mettre des choses en ligne. Là, il y a Dimongen. Dimongen, aujourd'hui, c'est l'enchère sur maximiser la valeur de conversion, c'est pas disponible. On sait que ça va arriver. Ce sera quelque chose à tester. Pmax, le nouveau Customer Only, il y a tellement peu de personnes aujourd'hui qui l'ont déjà testé, l'exclusion de la marque. Enfin, moi, quelqu'un qui me dit j'ai tout fait, c'est juste un bon menteur. Ouais, et puis entre guillemets, même si t'avais fait le tour, entre guillemets, le temps que t'aies fait le tour, tu reviens au début, et il y a des choses qui ont pété, il y a des choses à optimiser, t'as de la data, etc. Donc en fait, t'as jamais vraiment fait le tour. Le vrai challenge, en fait, c'est pas tant de faire des choses que de prioriser les bonnes choses, je trouve. Et tu soulèves un point intéressant sur la veille, pour le coup, où ceux qui ont pas une veille qui est hyper bien construite, ils vont se retrouver soit en retard, soit comme là sur Consent Mode, ils vont se retrouver au pied du mur. Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes pour continuer justement de se former sur Google Ads? Il y a plein de sources aujourd'hui disponibles. Ok, faut aller un peu tester sur les sources déjà qu'on a nous aujourd'hui sur le continent européen. Je pense qu'il faut surtout venir aller regarder les IoT côté États-Unis parce que Google fait ses tests aux États-Unis. Ça permet juste déjà d'avoir un peu la tendance de dire ok, pendant les prochains mois, voire dans l'année, il y a ça qui va sortir, ça qui va être disponible. Mais il faut savoir suivre les bonnes personnes. Après, nous justement, on a aujourd'hui la chance d'accompagner de grands comptes aussi aux États-Unis. On a les sources aussi qu'il faut, là quand on parlait un peu des scripts, etc. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place mais il y a tellement longtemps. Et ça aussi parce on peut se permettre aussi de prendre ce temps de se former et de veiller aussi au continu. Et qu'après, ça on vient le mettre aussi un peu à portée de tous. Aujourd'hui, je pense à Mavericks Marketing. On a quand même nos formations qui sont disponibles, on a nos newsletters, on a un podcast dédié Mavericks Media. Il y a tellement de choses pour se former qu'on peut y trouver. Après, tout le monde va faire sa bonne popote sur LinkedIn. Il faut aussi savoir vérifier ses sources. Ça, c'est très important. Oui, t'as beaucoup de personnes qui font que recycler la documentation Google aussi à un certain moment. Mais le vrai enjeu, je pense, il est au niveau de la curation de contenu. Donc effectivement, on mettra le lien de ta newsletter, de l'autre podcast qu'on a ensemble, Mavericks Media. Et pour le coup, aux US, oui, tout le monde n'a pas la chance d'être sur place. Il y a peut-être 2 choses sur 3 qui sont vraies là-bas ou qui sont en bêta là-bas, qui arriveront jamais jusque chez nous finalement. Mais si on prend déjà tout ce qui est hors de bêta, on a un peu plus de chances que ça arrive en Europe quand même. Et suivre les bonnes personnes. Le truc, on va encore dire, c'est que ça prend du temps. Donc l'important c'est d'avoir ces quelques sources. On n'est pas obligé de commencer par lire tout le monde. C'est vrai que nous on est peut-être un peu les ovnis là-dessus, puisqu'on a une veille qui se veut assez large, mais c'est normal quand c'est le métier. C'est moins vrai pour le coup si t'es un traffic manager qui a déjà full time sur des clients parce que l'agence elle surcharge, ou parce que t'es chez l'annonceur et t'as toutes les réunions internes et tout le bazar, la gestion de projet transverse, etc. Donc au final, cette curation de contenu, mais peut-être se dire en fait je vais prendre 3 sources différentes, idéalement divergentes en opinion pour le coup. Et là pour le coup, pareil, on avait sur le blog MS4D le top des newsletters à suivre, et c'est là où on voit qu'on est assez agnostique même envers nous-mêmes, parce que nous on adore que les clients ou les apprenants qu'on a viennent dire ouais mais en fait j'ai lu quelque chose de complètement différent ailleurs. Tiens, ok, du coup comment la personne avait compris telle nouvelle sortie, etc. Comment lui il a testé dans son point, et on confronte les points de vue. Et en fait c'est ça qui est marrant dans le SEA francophone, c'est que t'as un côté assez lisse
qui est pas du tout le cas, je trouve, sur la sphère anglophone. T'as les Néerlandais qui sont assez déter sur le sujet. Et en fait, les gens se croisent avec des use cases différents et viennent faire grandir la communauté SEA. Et si t'arrives à trouver quelques personnes à ce niveau-là qui ont des avis divergents, comme je disais, au final, au pire, tu lis les 3 newsletters par semaine, ça te prend 30 minutes, au moins tu restes pas 10 km derrière et tu vas pas te faire ramasser par la voiture balai. Donc ça, pour le coup, c'est des bons conseils à mon avis pour au moins rester dans la course. En tout cas, toutes les ressources qu'on a évoquées, on les mettra en lien sous l'épisode. Je pense que c'est déjà des bonnes bases pour démarrer. On avait fait un agent GPT aussi qui écrit les scripts, parce qu'on parlait de GitHub tout à l'heure, mais c'est intéressant de comprendre la logique des scripts, donc tester tout ça, ça peut être assez cool. Donc soit je pense à le mettre en commentaire de l'épisode, soit vous le retrouvez sur le site Make Sense for Digital. Et pour le coup, faites votre popote, faites vos essais, et c'est vraiment en expérimentant qu'on apprend, je pense, sur tout ce qui va toucher à Google Ads. En tout cas, on a couvert pas mal de scopes sur la partie Google Ads. Merci beaucoup Alexia d'être venue nous voir aujourd'hui. Avec plaisir. Pour te retrouver, on a ta newsletter dont le lien va être en commentaire. On te retrouve sur LinkedIn, dans le podcast Mavericks Media. Et tu publies assez régulièrement sur LinkedIn quand même, sur le SEA et puis sur la formation en général. C'est ça, en ce moment on développe bien avec aussi, c'est tellement de choses qui arrivent et on se rend compte aussi que le manque de connaissances, donc je publie quand même beaucoup plus pour essayer d'informer un maximum de gens et faire en sorte que tout le monde juste progresse sur ces comptes. Nickel, merci beaucoup Alexia et à très vite. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous une appréciation sur votre plateforme préférée, que ce soit YouTube, Apple Podcasts ou Spotify, ça nous aide beaucoup à continuer à vous donner du meilleur contenu chaque semaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Quant à nous, on se retrouve très très vite pour de futurs épisodes. Et si vous voulez aller plus loin sur Google Ads, retrouvez en description le lien vers la masterclass Google Ads réalisée par Alexia pour Mavericks Marketing. À très bientôt.